cet ordinateur. Bonsoir à tous. Oui, tout à fait, oui. Ah, mince. Alors, attendez, ça va pas du tout ça. Pardon. Est-ce que je peux faire ça? Pourquoi est-ce que je peux pas? Voilà. Merci. Merci, Madame Reynaud. Je vous ai aussi déverrouillé le micro. Je pense que ça devrait être bon. C'est bon aussi pour vous. D'accord, très bien, parfait. Bon, je pense qu'on va commencer et puis j'ajouterai au fur et à mesure les participants. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les bornes de recharge électrique. Vous avez les micros coupés, c'est normal, parce qu'on est assez nombreux ce soir. On va être une trentaine normalement, donc 22 pour l'instant. Est-ce que vous voyez tous mon écran, un grand écran avec l'enseigne de l'ALEC? Est-ce que c'est bon pour vous, M. Gasny et Mme Reynaud? Oui. Oui. Oui, ok, c'est bon. Ok, c'est parfait. Alors, c'est parti. Je vais me mettre en face et ça va être bon. Ah, voilà. Alors, donc, votre vidéo est activée ici quand même, j'avais laissé. Votre micro n'est pas activé. On est très nombreux. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Vous m'avez déjà répondu que vous m'entendiez bien. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via ce chat pendant le webinaire. On essaiera d'y répondre normalement avec la présentation de M. Gasnier. Et on aura également une FAQ, donc une foire aux questions qui vous sera remise après par email pour répondre à toutes les questions. Sinon, ça risque de déborder très tard ce soir. Et on aura également des ressources à vous communiquer pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. On y répondra peut-être pas en direct ce soir, mais en tout cas, on vous fera un retour écrit par email. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. Nous sommes une association de loi 1901 créée en 2007. Nous sommes reconnus d'intérêt général, nous sommes neutres, indépendants et gratuits. Nos champs d'expertise sont sur les économies en eau et en électricité. Nous aidons les différents publics à maîtriser leur consommation en énergie et en eau. On a différents champs d'action. On va à la fois conseiller les propriétaires en maison individuelle. On va conseiller également les copropriétaires. C'est un peu l'objet de ce soir. On va parler beaucoup de copropriété. On va conseiller également les professionnels. Nous avons des conseillers en énergie partagée qui vont rencontrer les communes de Montpellier Métropole pour les aider à réduire les consommations en eau et en énergie. Et nous avons une collègue qui travaille avec les têtes blondes et qui va donc dans les écoles pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Donc, notre champ d'action s'opère sur les 31 communes de Montpellier Métropole. On est le bras armé de la rénovation énergétique de Montpellier. Si on dézoome un petit peu au niveau de la carte, on va arriver sur l'Occitanie. On fait partie des 31 guichets de la rénovation énergétique de l'Occitanie. Sachez que l'Occitanie a pour ambition d'être la première région à énergie positive de France. Et si on va dézoomer encore un petit peu, on va arriver au niveau national. Et là, tous nos conseillers à l'ALEC sont des conseillers France Rénov'. Donc, c'est l'État qui gère ça. L'État a pour ambition de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Voilà un petit peu les enjeux de notre association. Alors, une borne de recharge dans ma copo, une bonne question. On sait aujourd'hui qu'un véhicule électrique émet 80% de moins de CO2 qu'un véhicule thermique. On a ces dernières années de plus en plus de ménages qui font l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride. On estime qu'on a à peu près 300 000 véhicules en France électriques ou hybrides. La question des bornes de recharge, c'est vraiment une question très importante, notamment en copropriété avec ce fameux droit à la prise. Et on a beaucoup de copropriétaires qui nous ont questionné sur ces réglementations. C'est pour cela qu'on a préféré faire un webinaire pour essayer de répondre à un maximum de personnes. Les questions sont souvent quelles sont les règles à respecter, quel système choisir, où l'installer, etc. Toutes ces questions vont être normalement répondues pendant ce webinaire. Toutes ces problématiques seront abordées, en tout cas, le long de ce webinaire. Hop, je vais vous introduire. Hop, voilà, Madame Catherine Reynaud, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes responsable de l'agence du Languedoc-Roussillon.
responsable de l'ARC, l'Association régionale des responsables de copropriété. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, alors je suis Catherine Reynaud, je suis effectivement responsable de l'agence de Montpellier de l'ARC, l'Association des responsables de copropriété. L'Association des responsables de copropriété, c'est une association qui a pour but d'assister et d'accompagner les copropriétaires qui viennent nous consulter pour avoir des informations. Nous sommes une association, nous aussi, indépendante des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des partis politiques et des professionnels de l'immobilier. La première agence a été créée à Paris en 1987 et depuis, il y a eu un développement sur tout le territoire national, de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les régions de France ont une agence ARC qui est implantée et qui donc s'adresse aux copropriétés sur leur territoire. Nous avons une compétence territoriale sur tout le territoire donc pour chaque ARC. En ce qui nous concerne, nous intervenons sur 6 départements, les 6 départements de l'ancien Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron et la Lozère. Notre siège est situé donc à Montpellier. Nous sommes au 11 avenue d'Assas. Nous comptons 3 salariés, 2 salariés à temps plein, 1 salariée à temps partiel. Et nous sommes dirigés par un conseil d'administration constitué de bénévoles. Nous avons donc pour but d'informer les copropriétaires, de les assister, de les accompagner et de les former également. Nous accompagnons des copropriétaires individuels dans la résolution de problèmes qui pourraient apparaître au sein de leur copropriété et qui les concernent plus particulièrement. Nous accompagnons également les syndics bénévoles dans la mise en place de la gestion de leur copropriété et nous accompagnons des conseils syndicaux qui, dans leur mission d'assistance et de contrôle de leur syndic. Notre but est d'accompagner, comme vous l'avez compris, tous les acteurs de la copropriété dans l'objectif de mieux gérer leur copropriété. Ce peut être dans l'étude des contrats, dans l'étude des charges, dans la résolution de problèmes pratiques, juridiques. Nos adhérents peuvent nous consulter soit dans nos locaux dans le cadre de rendez-vous ou alors par téléphone, par mail, par courrier. Nous proposons également gratuitement à tous nos adhérents des ateliers de formation qui ont pour thématique des sujets liés à la copropriété comme les assemblées générales, le conseil syndical, le règlement de copropriété, les assurances, les travaux en copropriété, le changement de syndic. Nous adressons à nos adhérents un bulletin trimestriel qui est très complet et qui permet de se tenir à jour des évolutions de thèmes liés à la copropriété. Nous proposons également des guides qui sont gratuits ou qui peuvent être achetés sur notre site. Nous mettons à disposition de nos adhérents l'accès à des informations via 2 sites, le site de l'ARC LR et le site de l'UNARC. J'ai oublié de préciser effectivement que toutes les agences régionales de l'ARC sont réunies dans une union des ARC. Nous adressons également une lettre mensuelle par mail pour tenir informés nos adhérents des évolutions de la copropriété. Et ensuite, pour terminer, nous proposons à nos adhérents des prestations complémentaires comme l'assistance en assemblée générale ou bien l'assistance au conseil syndical pour le contrôle des comptes de leur copropriété. Voilà. Et Madame Reynaud, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part de vos adhérents, justement sur ce thème, les contraintes rencontrées, par exemple, par vos copropriétaires sur ces installations de bornes de recharge électrique? Est-ce que vous pouvez nous citer un peu des problématiques ou des questions qui reviennent de manière récurrente? Alors, les questions récurrentes, vous les avez un peu abordées tout à l'heure, c'est-à-dire, je veux acheter un véhicule électrique, comment puis-je faire pour recharger mon véhicule chez moi, enfin, du moins dans ma copropriété? Quelle est la réglementation en matière d'installation de bornes? Qu'est-ce que le droit à la prise? Ou bien peut-on ou qui peut s'opposer à l'installation de bornes électriques au sein de la copropriété? Et enfin, le nerf de la guerre, est-ce qu'il existe des aides pour financer, pour accompagner cette installation de bornes électriques au sein d'une copropriété? Merci.
Alors, nous avons avec nous ce soir Monsieur Gagné, qui est chargé de mission chez Aver Occitanie. Monsieur Gagné, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission pour Aver Occitanie. Je vous laisse la main pour nous présenter cette structure et vos missions au sein de cette structure Aver et éventuellement répondre voilà, au maximum de questions qui gravitent autour de ce sujet. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et vous donner la main. Hop, ici, voilà. Et vous pouvez partager votre écran, monsieur Gaston. On vous écoute. Oui, bonsoir. Merci pour cette introduction. Aver Occitanie est une association locale qui a été créée en 2017 à l'occasion en fait, d'une manifestation qui s'appelle l'Albi Eco Race, qui est une course d'endurance pour différents prototypes de véhicules électriques et certains véhicules hydrogène. Et à partir de 2021, nous avons intégré une association nationale qui s'appelle Aver France, ayant reçu du gouvernement la gestion du programme Advenir, qui est le levier financier de l'État mis en place pour faciliter le passage à la mobilité électrique et donc qui gère les aides en ce qui concerne l'installation de systèmes de recharge et ainsi que l'achat de véhicules électriques ou de hybrides rechargeables. Donc, ma mission en particulier est d'intervenir auprès de différents publics que sont les professionnels de l'immobilier, donc les syndics de copropriété en grande partie, mais aussi les élus locaux, les collectivités locales, et enfin les étudiants et le grand public dans des sessions comme celles qu'on va faire ce soir, qui sont des sessions d'information et de sensibilisation à la mobilité électrique et ses intérêts. Donc, nous sommes une association à but non lucratif. Nous sommes financés par les C2E, donc par le ministère des Finances. Donc, nous intervenons gratuitement et sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie, de toute la région Occitanie. Et donc, je me déplace si nécessaire ou bien je fais comme ce soir des présentations en visioconférence. Voilà, donc j'ai bien entendu les sujets que vous souhaitez aborder. Je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, comme l'a dit Sandrine, je ne pourrai pas répondre ce soir à toutes les questions potentielles que vous auriez souhaité poser. Mais comme j'ai indiqué, je suis disponible pour répondre par mail ou par téléphone, ça m'arrive souvent, sur des questions plus particulières ou pratiques. Et je déposerai aussi, dans les jours qui viennent, un dossier de ressources de manière à ce que vous puissiez demander à Sandrine Martel de vous communiquer éventuellement ce dossier où se retrouve un ensemble de documents à la fois légaux, etc., administratifs, des guides qui sont publiés par Advenir sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vais essayer d'être efficace dans le sens où nous arrivons en fin de journée et sans doute on ne veut pas non plus que ça s'éternise. Donc, je vais commencer un volet de sensibilisation sur les bénéfices de la mobilité électrique en première partie, puis ensuite je vous parlerai de la réglementation et des droits en vigueur. Puis dans une troisième partie, on abordera plus les questions pratiques d'installation d'une infrastructure de recharge dans une résidence collective. Et enfin, en quatrième partie, tous les aspects en fait de droit à la prise et ainsi que toutes les aides qui sont mises à disposition à la fois à l'échelle nationale que l'échelle régionale. Bon, ça n'empêchera pas, si vous le souhaitez, de communiquer des questions et on essaiera potentiellement d'y répondre si nous avons le temps nécessaire. Mais bon, je sais que certaines questions peuvent soulever parfois des débats et on ne pourra pas en faire, on devra en faire l'économie, en tout cas ce soir, parce qu'on n'aura certainement pas le temps. Première partie donc, pourquoi la mobilité électrique est intéressante pour les copropriétaires. Donc, je vous rappelle rapidement les enjeux
les enjeux climatiques, donc de réduire l'augmentation de la température qui pourrait atteindre les 5 degrés. La base de départ, en fait, qui motive maintenant et qui mobilise beaucoup d'acteurs dans le monde, c'est l'accord de Paris de 2015 qui a rassemblé plus de 196 signatures et qui a donc fixé un objectif de ralentir ou de réduire l'augmentation de la température à moins de 2 degrés. Par la suite, différentes institutions se sont positionnées sur cet objectif et l'Europe, par exemple, a annoncé son souhait d'atteindre une économie neutre pour le climat d'ici 2050. Il a même été annoncé cette année que ce serait avancé à 2045. Par la suite, le gouvernement français s'est intéressé à la question de la mobilité, puisque si on étudie en fait les sources d'émissions de gaz à effet de serre, on constate que les transports interviennent pour 31%, et dans cette tranche des transports, en fait, la voiture particulière, nos voitures, représentent plus de 50% d'émissions de CO2. Donc, l'État s'est donné 5 axes de travail. Un premier axe qui est évidemment de développer et d'aider au développement des véhicules à faible émission, donc que ce soit aussi bien les voitures hybrides et rechargeables que les voitures 100% électriques. Les reports modaux que nous connaissons déjà, les transports en commun, le vélo, la marche à pied, et depuis quelques mois, voire années, on voit apparaître même dans les villages les trottinettes électriques. Troisième axe, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique des parcs de véhicules. Donc, il s'agit en fait de s'adresser aux entreprises qui disposent de véhicules pour leurs salariés et de leur imposer des quotas de véhicules propres, soit hybrides rechargeables, soit 100% électriques. Par exemple, La Poste, qui est un des plus grands parcs de véhicules en France, a une obligation de disposer de 30% de véhicules propres dans son parc. Ça évoluera par la suite à 50%, puis dans quelques années à 70%. Quatrième axe de travail qui est le développement des transports collaboratifs, comme l'autopartage ou le covoiturage. Et enfin, l'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport, de manière à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de camions, de bateaux, d'avions, de trains qui circulent à vide et que donc tous ces transports de marchandises soient optimisés. Une loi qui nous intéresse tous, en fait, qu'on appelle la loi LOM, qui est en fait la loi d'orientation des mobilités, a fixé la fin de la vente des véhicules utilisant des carburants fossiles d'ici 20 ans. Donc, l'objectif, c'est 2035. Je répète bien très clairement parce qu'il y a une grande confusion sur ce sujet. Il s'agit d'arrêter la vente et non pas l'usage des véhicules dès 2035. En 2035, continueront de circuler des voitures qui fonctionnent à l'essence, au diesel ou au méthanol et l'éthanol, etc. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale et d'une contrainte qui sera imposée à tous les Français de passer à l'électrique. Il s'agit d'arrêter la vente des véhicules et c'est une décision qui concerne l'Europe et non pas le reste du monde, puisque tout le monde ne s'est pas aligné sur cette décision. Donc les constructeurs automobiles continueront de fabriquer des voitures à essence ou diesel, mais ne pourront plus les vendre sur le marché européen. Donc évidemment, compte tenu de cet objectif, il est évident que beaucoup de gens vont se tourner de plus en plus vers les véhicules électriques ou les véhicules hybrides rechargeables, sachant qu'on on estime à environ 15 à 17 millions le nombre de voitures électriques en 2035, sur un parc qui en fait 36 millions. Brièvement, sans faire long, une voiture électrique, qu'est-ce que c'est par rapport à une voiture hybride rechargeable? Une voiture électrique, c'est un seul moteur, un moteur électrique, c'est une batterie qui peut être rechargée sur une source d'alimentation, tandis qu'une voiture hybride rechargeable, c'est à la fois un moteur électrique plus un moteur thermique, et donc un réservoir à carburant plus une batterie, en général de petite taille, qui donne une autonomie de 50 km. Et cette petite batterie peut être rechargée sur une source d'alimentation électrique. Si on regarde maintenant le bilan écologique, dont Mme Martel faisait référence tout à l'heure, si on regarde le bilan écologique de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, vous constatez en bleu foncé en bas que la phase de construction de la voiture en elle-même est à peu près équivalente en termes d'émissions de CO2,
s'ajoute pour la voiture électrique le volet fabrication de la batterie, qui lui est propre, évidemment. Et là, effectivement, on a un surplus d'émissions de CO2, puisque ça représente 4,6 tonnes d'équivalent CO2. Mais dès qu'on regarde la phase d'usage, d'utilisation des deux véhicules, on constate que là où une voiture thermique va consommer plus de 50 tonnes d'équivalent CO2, ou d'émettre, pardon, plus de 50 tonnes d'équivalent CO2, la voiture électrique n'en émet plus que 2 tonnes. Donc évidemment, l'enjeu est énorme et le bénéfice écologique est immense. Si on regarde aussi ce qui en est du coût de la voiture, des voitures, selon le type d'alimentation, et ce sont encore que des chiffres qui datent de 2021, donc bien avant la crise que nous avons connue avec la flambée des carburants, on constate qu'une voiture à essence en moyenne coûte 9 € pour 100 km. Une voiture diesel, c'est un peu moins de 7 € pour 100 km, tandis qu'une voiture électrique, c'est à peu près 3 € pour 100 km. Donc là, évidemment, ces prix vont varier et fluctuer, puisqu'actuellement, on constate aussi une augmentation de l'électricité. Mais sachant que les prix des carburants impactent le prix de l'électricité, le rapport sera toujours le même. C'est-à-dire que même si les prix augmentent, la différence de coût entre une voiture électrique et une voiture qui fonctionne avec des carburants fossiles sera toujours au bénéfice de la voiture électrique. Autre intérêt qui est l'entretien de la voiture électrique, puisqu'il y a beaucoup moins de composants mécaniques dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Et il y a beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de pièces à €. Et je n'y retournerai pas avant l'année prochaine et je n'ai rien à toucher sur la voiture parce qu'elle fonctionne parfaitement. Donc, c'est évident que c'est un élément aussi à prendre en compte quand on fait le choix d'investir dans un véhicule électrique. C'est le coût de l'entretien qui est beaucoup moins important. Alors, pour nos habitants, pour les résidents, quel est l'intérêt, entre autres, de la voiture électrique? C'est évidemment la réduction du bruit, qui est un facteur de pollution qui est très important au regard de ce qu'on entend ou de ce qu'on a pu recenser de la part des Français. C'est-à-dire que la circulation en ville, et pas forcément d'ailleurs qu'en ville, génère énormément de pollution qui est une nuisance réelle et qui est à prendre en compte. Et donc, évidemment, la voiture électrique n'émet pas de bruit, ne fait pas de bruit, on lui reproche même de ne pas en faire assez parfois. C'est pour ça que les constructeurs ajoutent des sons fictifs pour signaler le passage de la voiture quand elle roule à moins de 30 ou 50 km. Donc, quels sont les avantages pour les copropriétés d'installer des bornes de recharge sur les parkings? Il y a évidemment un enjeu patrimonial, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un atout de pouvoir annoncer à de potentiels propriétaires ou de potentiels locataires que la résidence est équipée de systèmes de recharge pour leur voiture électrique. Et il est évident que compte tenu de l'évolution du marché de la voiture électrique, il va y avoir de plus en plus de demandeurs qui vont solliciter l'installation de bornes de recharge dans les logements collectifs, sachant que plus de 50% des Français vivent dans les logements collectifs et que 90% des Français qui souhaiteraient éventuellement acquérir une voiture électrique souhaitent que la recharge se fasse à la maison. Donc évidemment, il n'est pas question de lancer des rallonges du haut du balcon pour charger la voiture sur la prise de la cuisine, pour peu que la voiture d'ailleurs soit garée sous le balcon. Quels sont donc en fait les clients, les potentiels clients ou demandeurs de systèmes de recharge? On va avoir évidemment les propriétaires qui souhaitent évidemment recharger à leur domicile. On va avoir aussi les salariés qui disposent déjà d'un véhicule électrique dans leur entreprise. Et puis, il va y avoir évidemment aussi les personnes qui habitent dans les ZFE, les zones à faible émission, et les ZFE-M pour mobilité, donc les ZFE. Vous savez qu'il en existe donc à Toulouse, qu'il y en a une maintenant récemment à Montpellier, qu'il y en aura bientôt une à Perpignan, et qu'à partir de janvier 2023, les véhicules qui ne répondent plus aux critères
de pollution exigés ne pourront plus accéder à ces agglomérations. Et ceux qui y habitent ne pourront plus utiliser le véhicule qui ne répond plus aux critères. Donc, bien évidemment, cela va inciter un certain nombre de gens à passer à l'utilisation d'un véhicule propre. Si on regarde l'évolution du nombre de véhicules qui sont disponibles ou qui sont utilisés en France, alors le chiffre qu'avait annoncé Madame Martel était un petit peu pessimiste en définitive parce que nous avons déjà atteint en 2022 et nous avons dépassé le million de véhicules électriques dès le mois de mars. Donc, on va sans doute avoir plus de 1 300 000 véhicules d'ici la fin de l'année. Donc, on est vraiment dans une augmentation exponentielle de véhicules électriques, ce qui veut dire aussi que, bien sûr, le besoin en recharge va exploser. Vous me dites si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre potentiellement si vous le souhaitez. Donc, deuxième partie, qui je pense répondra déjà à un certain nombre de questions que j'ai entendues tout à l'heure. Donc, les textes, vous en connaissez certainement un certain nombre. Donc, la loi de 1965 qui fixe le statut de la copropriété, le droit à la prise, le fameux droit à la prise qui est intégré au Code de la construction et de l'habitation, le décret IRVE, alors décret IRVE pour infrastructure de recharge pour véhicules électriques, qui évidemment va poser un certain nombre de conditions pour l'installation de bornes de recharge avec des dispositions de conformité au texte. Et enfin, la fameuse loi d'orientation des mobilités, la fameuse loi LOM, qui va fixer un certain nombre d'objectifs et d'obligations pour différents parkings, dont les parkings de résidence. Donc, si on étudie la loi du 10 juillet 1965 qui a été révisée en 2019, il va y avoir, à partir de janvier 2023, une obligation d'inscrire à l'Assemblée générale la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques avec de potentiels équipements de recharge. Donc là, il s'agit encore une fois d'une étude qui doit permettre d'évaluer si l'installation existante dans les bâtiments va pouvoir supporter l'installation d'équipements de recharge de voitures électriques. Donc, il s'agit d'inscrire cette étude et on va voir tout à l'heure comment cette étude peut être menée et avec qui. Donc, s'il apparaît suite à cette étude qu'il y a des travaux à réaliser, il faudra pouvoir fixer dans l'ordre du jour d'une prochaine Assemblée générale le détail des travaux, les devis et les plans de financement qui auront été élaborés à cet effet, le projet de contrat avec les conditions de gestion du réseau électrique. Donc ça, évidemment, ce sera à négocier et à discuter avec Enedis. Et enfin, l'étude qui aura été effectuée. J'ai dit que c'était une étude à inscrire. Encore une fois, l'échéance de 2023 n'est pas que l'étude soit réalisée, mais qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et qu'elle soit votée. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas de contraintes, comment dirais-je, l'État n'a pas mis en place ni de contrôle, ni de pénalité, si je puis m'exprimer ainsi, si la fameuse étude n'a pas été faite dans les délais. Le législateur est conscient que c'est un enjeu important et c'est un investissement important pour les copropriétaires. Donc, il n'y a pas franchement de contraintes exactes, mais il est évident que tôt ou tard, cette étude devra être réalisée. Alors, en ce qui concerne le droit à la prise, c'est un droit, donc il est, comment dirais-je, il est ouvert à toute personne qui réside dans un logement collectif, que ce soit le propriétaire ou le locataire. Il est évident aussi que si cette personne souhaite engager des travaux pour se doter d'un système de recharge pour sa voiture, ces travaux seront à sa charge. L'obligation qui est faite
vis-à-vis de cette personne qui a ce projet d'installation électrique, c'est d'apporter au syndic de copropriété un ensemble de documents pour vérifier qu'effectivement, il n'y aura pas d'incidence sur l'existant et sur ce qui est prévu aussi, ce qui peut être projeté par le syndic. Donc, il faudrait que le propriétaire ou le locataire apporte un descriptif des travaux à réaliser, un plan technique d'intervention qui vient faire quoi, et évidemment un schéma de raccordement électrique pour savoir où va être pris l'énergie nécessaire. L'obligation qui est faite à la personne, c'est d'informer le syndic et que le syndic inscrive ce sujet à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale, mais ce ne sera qu'une simple information. Il y a seulement 2 cas pour lesquels en fait, le syndic peut refuser une demande de droit à la prise, qui sera le fait qu'il existe déjà une installation qui est accessible à la personne qui fait la demande et ou qu'il y a déjà une décision de prise pour permettre des installations de recharge dans un délai raisonnable. Je n'en ai pas plus, malheureusement, de détails sur ce qu'on entend par délai raisonnable, quoique je sache qu'au moins 6 mois sont nécessaires pour engager une installation de bornes électriques. Donc, si une ou l'autre de ces dispositions ont déjà été prises par le syndic de copropriété, il peut saisir le tribunal et s'opposer à la personne qui fait valoir son droit à la prise. S'il n'y a pas eu de saisie du tribunal, dans les 3 mois, la personne qui a fait la demande pourra engager les travaux. Je vous conseille de vous rendre éventuellement pour plus de détails sur le site jeu-roule-en-électrique.fr. Voilà, qui est le site qui est mis en place par Averfrance et dans lequel vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de sujets dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on attend aussi par rapport au décret IRVE et donc les nouveaux dispositifs qui sont mis en œuvre par ce décret. Il faudra que, suite à l'étude, il y ait une attestation de conformité, c'est-à-dire qu'il est bien évident que tout le monde n'est pas autorisé à engager des travaux pour réaliser une installation de bornes électriques. Le voltage qui est utilisé pour les voitures électriques est considérable et peut être extrêmement dangereux. Donc, il est bien évident que ce sont des électriciens qualifiés qui doivent vérifier l'installation et produire une attestation de conformité. Il doit y avoir donc une étude de conception qui doit être obligatoire pour au minimum, enfin pour une infrastructure qui représente au moins 4 points de charge. Alors, on verra que dans le vocabulaire de la mobilité électrique, on parle parfois de bornes de recharge et parfois de points de charge. En réalité, une borne de recharge, ce sont 2 points, au minimum 2 points de charge. C'est-à-dire que sur une borne, vous pouvez connecter 2 voitures. Un point de charge, c'est tout simplement une prise, entre guillemets. Et donc, quand une personne fait une demande d'installation pour recharger sa voiture, elle ne demande pas forcément l'installation d'une borne, mais elle va demander l'installation d'une prise. Il y a une prise qui, évidemment, est en conformité et qui est supportable sur le réseau de l'immeuble. Autre aspect qu'il faudra étudier, c'est le pilotage de la recharge, c'est-à-dire que il est hors de question, en définitive, qu'il n'y ait pas un pilotage de la recharge pour vérifier les temps de recharge, pour la facturation des recharges et pour le financement en fait, de la recharge. Donc, le pilotage en fait, va être réalisé par ce qu'on appelle un opérateur de pilotage. Je vais vous détailler plus loin tous les intervenants qui participent à l'installation d'une infrastructure de recharge. Alors, la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, a mis en place un certain nombre d'obligations en ce qui concerne le pré-équipement. Donc, il faut bien entendre qu'on ne vous demande pas, on ne demande pas aux copropriétés d'installer des bornes de recharge ou des points de recharge, mais on va leur demander
de faire un pré-équipement de manière à ce que le câblage des dispositifs d'alimentation soit fait et soit fait dans les normes pour que plus tard, des propriétaires ou des locataires puissent faire une installation de système de recharge. Pardon. Donc, il y a des obligations cette fois qui ont été mises en œuvre. Donc, en ce qui concerne les bâtiments qui ont eu un dépôt de permis avant mars 2021, vont être soumis aux obligations suivantes, à savoir que quand il y a 40 places de stationnement, 50% de ces places devront être prééquipées, soit 20 places. S'il y a plus de 40 places de stationnement, alors c'est 75% des places qui devront être prééquipées. Là, il s'agit, encore une fois, pour les bâtiments qui ont été construits entre le 1er janvier 2017 et le 10 mars 2021. Pardon. À ce sujet, vous pouvez aussi consulter le Code de la construction et de l'habitat. Et j'ai moi-même dans mes dossiers de ressources ces textes qui pourront vous être communiqués si vous voulez avoir le détail complet. En ce qui concerne maintenant les bâtiments qui seront construits à partir du 11 mars 2021, là, l'obligation pèse sur tout le parking, à savoir que s'il y a plus de 10 places de stationnement, à ce moment-là, 100% des places devront être prééquipées. Encore une fois, il ne s'agit pas d'équiper en borne de recharge ou en système de recharge, mais permettre en fait le câblage à venir de ces installations de recharge. Alors, un cas particulier qui pourrait être discuté aussi, bien peut-être dans d'autres circonstances, parce que c'est un cas un peu compliqué, il s'agit de voir si dans certains immeubles, il y a des places de parking qui sont utilisées par des personnes extérieures et pour une durée supérieure à 30 jours. Il peut s'agir par exemple de bureaux qui sont utilisés et il y a des places de parking qui sont mises à disposition pour des personnes qui ne résident pas dans l'immeuble. À ce moment-là, on va considérer que le parc de stationnement va devoir se plier aux règles de ce qu'on appelle les ERP, donc les établissements relevant du public, et non pas considéré comme un parking public, mais à ce moment-là comme un parking accessible au public, et donc qui devra respecter la réglementation en vigueur sur ce type de parking. Je regarde le timing, donc je crois qu'on est quand même, je vais assez vite, donc je pense que peut-être on pourra ouvrir les micros en fin de présentation, si vous le souhaitez, pour poser des questions. Donc, partie 3, on va regarder cette fois un peu plus en détail comment on peut faire ces installations au sein des résidences, des immeubles. D'abord, on va parler de ce qu'on appelle la recharge et de l'autonomie de la voiture électrique. C'est un point qui est souvent aussi abordé par ceux qui se posent la question d'utiliser une voiture électrique. C'est qu'ils estiment que en tout cas, certains modèles de voitures ne disposent pas d'une autonomie suffisante. Mais si on étudie en fait les habitudes de déplacement des Français, en fait, on constate que 8 Français sur 10 font moins de 50 km par jour. Donc, à partir du moment où vous avez une voiture qui fait déjà 250 km d'autonomie, ça signifie qu'en définitive, vous n'avez pas besoin de recharger tous les jours. Vous avez besoin de recharger une fois tous les 5 jours, donc presque une fois par semaine. Donc, on va regarder aussi ce que ça coûte en moyenne, hein, c'est-à-dire que la consommation moyenne d'une voiture électrique, je dis bien moyenne, puisqu'il y a des modèles qui sont plus consommateurs, enfin qui consomment plus, comme sur des modèles thermiques. Hein, on est d'accord qu'il y a des voitures qui sont plus puissantes et donc qui vont avoir besoin de plus d'efficacité que d'autres. Mais en moyenne, on considère qu'une voiture électrique consomme 15 kWh pour faire 100 km. Donc, en fonction du type de prise qu'on va retrouver, les temps de recharge vont être différents. Si on considère donc pour recharger 15 kWh à la maison,
sur une prise standard qui fait entre 2 et 3 kilowatts, on va avoir besoin de 4 heures. Ce qui signifie que pour une batterie complète qui fait 45 kilowatts, on va avoir besoin de 10, au moins 10 heures. Si on utilise une prise avec une puissance beaucoup plus importante, donc par exemple une prise qui fait 7 kilowatts, voire jusqu'à 22 kilowatts, évidemment là le temps de recharge va être diminué de moitié. Alors, un petit point sur le vocabulaire qui est utilisé, puisqu'on va plus parler maintenant de chevaux, mais on va parler de kilowatts, ce qui concerne la consommation des véhicules. Donc, le kilowatt, c'est simplement une unité qui permet de mesurer en fait la puissance offerte par un moteur électrique, sachant qu'on a fait une conversion qui indique qu'un kilowatt équivaut à 1,34 chevaux. Encore une fois, les véhicules aujourd'hui, selon les batteries, ça va être entre 45 et 60 kilowatts de puissance stockée dans la batterie. Kilowattheure, donc c'est ce qui exprime la quantité d'énergie qui est stockée dans une batterie. Bien évidemment, comme je le disais, plus la taille de la batterie est grande, plus sa capacité de stockage est élevée. Et enfin, le kilowattheure au 100 km, c'est la mesure de la consommation de la voiture. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est en moyenne, une voiture électrique consomme 15 kWh pour faire 100 km. Et encore une fois, cela varie. Si vous achetez une Tesla, pour ne pas citer cette voiture, ou une Jaguar ou une Porsche, vous n'aurez pas la même consommation qu'une brave petite Zoé Renault. Alors, il y a un détail qui est important et qui est très peu abordé en général, c'est que toutes les voitures ne rechargent pas de la même façon. On utilise dans la présentation une comparaison avec un robinet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des voitures. Les voitures, en fait, fonctionnent avec du courant continu. Il faut donc du courant alternatif. Il faut donc, en fait, faire une conversion. Il y a un logiciel qui permet en fait de convertir le courant qui est émis par les bornes, donc les points de recharge, et le courant qui est chargé par la voiture. Certaines voitures ont des capacités de recharge limitées. Certaines voitures n'acceptent pas de recharger plus de 7 kW à l'heure. Donc, ce n'est pas la peine forcément d'aller chercher un point de recharge extrêmement puissant parce que de toute façon, la recharge sera limitée par ce que la voiture peut accepter. Il est évident que certaines voitures ont des capacités de recharge beaucoup plus rapides parce qu'elles sont équipées de manière à pouvoir supporter des recharges rapides. La recharge rapide est quelque chose qui peut endommager la batterie. Une batterie de voiture électrique, en fait, est sensible à un certain nombre d'éléments, comme à l'heure actuelle, d'ailleurs, quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Elle a besoin, en fait, d'une température relativement constante et parfois, il faut réchauffer la batterie, comme c'est le cas actuellement, ou il faut la refroidir. Et quand on charge une voiture et qu'on la sollicite, en fait, pour absorber une très grande quantité d'énergie dans un laps de temps le plus court possible, la batterie va chauffer énormément et passer un certain délai, en fait, elle va ralentir le débit de manière à rester à une température correcte. Donc, moi, je suis utilisateur de voitures électriques régulièrement et je sais que, par exemple, il est inutile que je cherche absolument à recharger ma voiture à 100% parce qu'en définitive, je vais pouvoir la recharger à 80% en 1 heure. Il va falloir que j'attende 1 heure supplémentaire pour recharger les 20% restants. Donc, parfois, il n'est pas nécessaire de rester trop longtemps en charge, et surtout en charge rapide, parce que je sais que je ne vais pas y gagner beaucoup. Il est évident que, par contre, si on recharge à la maison, où là, la recharge est relativement lente, on a des puissances extrêmes, enfin, des puissances assez modérées, de 2 à 3 kilowatts. Là, le fait qu'on laisse la voiture pendant 10 heures ne va pas abîmer ou mettre en difficulté la batterie. Et donc, on aura une voiture qui sera rechargée le matin à 100% sans avoir subi de pression, entre guillemets, le stress d'une recharge rapide.
Sur cette question toujours de l'autonomie des véhicules, on voit que les capacités des voitures augmentent sensiblement et rapidement. On était à 110 km d'autonomie dans les premières années, les premiers modèles qui sont apparus. On est aujourd'hui autour de 350-400 km d'autonomie et on aura atteint largement, je pense, vu les efforts que font les constructeurs, on aura certainement atteint et dépassé les 550 km d'autonomie en 2030. Si on regarde maintenant les différentes possibilités et les habitudes de recharge qu'on va retrouver ou qu'on va trouver dans la population, on va retrouver ce qu'on appelle donc la recharge quotidienne, qui encore une fois n'est pas nécessaire, puisque a priori, avec une voiture qui fait 250 km d'autonomie, on n'a pas nécessairement besoin de recharger la voiture tous les soirs, mais c'est une habitude. Les gens préfèrent que la voiture soit rechargée. Bon, soit. Donc, on va retrouver effectivement la recharge quotidienne au domicile ou au travail, au parking de l'employeur. On va aussi retrouver, c'est ce qui est l'enjeu à l'heure actuelle. Alors, je ne dis pas que la recharge en résidence ne soit pas un enjeu, bien au contraire, mais il y a aussi un enjeu qui repose sur d'autres acteurs que les copropriétés. Il s'agit de ce qu'on appelle la recharge à destination, qui en fait concerne les déplacements qu'on peut faire dans la journée dans différents endroits. Si vous allez faire des courses dans un centre commercial et que vous savez que vous allez y rester plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, évidemment, c'est intéressant de pouvoir trouver des bornes de recharge parce que vous allez bénéficier d'une recharge pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut être aussi parce que vous allez au cinéma, ça peut être aussi parce que vous allez déjeuner, tout simplement. Ça peut être aussi parce que vous êtes en voyage et que vous arrêtez à un hôtel. Donc, pourquoi pas le recharger pendant la nuit. Donc, il y a différentes solutions qui sont en train de se mettre en place pour que partout où on se déplace et qu'on sait qu'on va rester un certain temps, on puisse trouver des dispositifs de recharge. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la recharge longue distance pour les grands voyageurs et ceux qui font des déplacements importants, ou évidemment aussi parce que vous partez en vacances ou vous vous déplacez à un endroit ou à un autre et vous savez que vous avez une distance assez considérable à faire et que vous n'aurez pas l'autonomie suffisante pour faire tout le trajet. Donc là, vous allez souhaiter trouver le long de votre parcours, généralement au bord des autoroutes, des grands axes routiers, des stations qui sont équipées de bornes de recharge rapides, avec lesquelles vous resterez peut-être une demi-heure, voire un quart d'heure pour celles qui sont les plus puissantes. Donc, si effectivement on regarde ces différents types de recharge en termes de puissance, on voit qu'on a la prise domestique à la maison qui est entre 2 et 3,7 kW, mais qui évidemment nécessitera 10 heures de temps de recharge. Vous avez une bande de recharge dite normale qui va être entre 7 et 22 kW. On peut les trouver à la maison aussi, mais évidemment, ça demande une installation et une fourniture d'énergie beaucoup plus importante. Là, évidemment, on va passer moins de temps, de 2 heures à 5 heures. Et puis, pour ce qui est des recharges à longue distance, on va trouver des bandes de recharge qui vont aller de 22 à 350 kW. Et là, évidemment, on ne parlera plus que de temps de recharge entre 15 minutes à 1 heure, voire 2 heures. Donc, il faut savoir que pour encore une fois, je l'ai mentionné déjà, mais pour la grande partie des utilisateurs ou des futurs utilisateurs de voitures électriques, c'est le domicile qui paraît être l'endroit où on veut recharger. Mais qu'il faut mettre en parallèle avec le fait qu'un ménage sur deux vit dans un logement collectif et que donc il va y avoir une très forte attente auprès des syndics pour que les parkings de résidences collectives soient équipés de systèmes de recharge. Encore une fois, ça peut être un investissement que réalise la copropriété, comme ça peut être aussi un investissement individuel de chaque personne qui souhaite être équipée. Mais on va voir évidemment que tôt ou tard, la question va se poser parce que plutôt que d'avoir à faire une succession de demandes de droit à la prise et d'installation plus ou moins éclectiques de différentes personnes,
peut-être que la copropriété aura intérêt à investir, encore une fois financièrement, je vais vous présenter des solutions, aura intérêt à investir dans une solution qui est plus générale, plus collective et qui ne va pas demander des travaux répétitifs au fur et à mesure que des utilisateurs vont demander à installer un système de recharge. Donc, il faut qu'évidemment, on ait anticipé en fait sur les besoins. Et donc, il va falloir qu'effectivement, on fasse une étude sur le fait que le réseau qui alimente le bâtiment ou les bâtiments soit suffisamment puissant pour anticiper sur une succession de demandes ou sur une installation collective d'envergure et qui ne met pas en péril évidemment le fonctionnement du réseau. Donc on va trouver en fait, si on réfléchit en fait à l'installation d'une infrastructure collective, ça va permettre évidemment de permettre aux premiers utilisateurs de faire leur installation, mais ça va aussi permettre d'anticiper sur les futurs besoins et évidemment de réduire les effets en termes de coûts, de délai, parce que c'est long en fait à mettre en place, et avoir aussi la sécurité de savoir qu'on a une réserve de puissance suffisante pour subir ou alimenter plutôt ces systèmes de recharge. Alors, je vous le disais tout à l'heure, donc on va regarder qui sont les différentes personnes qui peuvent, différents acteurs qui vont intervenir dans la mise en place de bornes de recharge. On va avoir bien évidemment et en premier lieu le gestionnaire du réseau d'électricité, donc en l'occurrence Enedis, puisque c'est lui qui va devoir vérifier que la fourniture en électricité du bâtiment est conforme et peut soutenir l'installation de X systèmes de recharge dans les parkings. On va avoir un tiers investisseur. Alors, c'est le cas, par exemple, je vous en parlerai tout à l'heure dans la quatrième partie, mais en définitive, je pense que pour en avoir discuté souvent avec différents syndics de copropriété, l'investissement est évidemment un élément clé de la décision à prendre. Il faut savoir qu'il existe en fait différents systèmes, différents opérateurs qui vont investir pour vous, entre guillemets. Je m'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont financer les installations, aussi bien d'ailleurs les installations de pré-équipement que les installations potentielles de points de recharge. Et en contrepartie, ils vont s'octroyer un loyer sur les abonnements et la consommation qui sera relevée auprès des utilisateurs. On verra dans les schémas techniques qui sont potentiellement mis en œuvre que Enedis apporte aussi une solution en termes d'investissement et de financement des installations de recharge. Il va y avoir aussi évidemment la question du fournisseur d'électricité. C'est là où évidemment les solutions techniques vont être importantes et décisives, parce que si vous faites une installation pour l'ensemble des utilisateurs, vous allez faire appel à un seul fournisseur d'électricité, tandis que les utilisateurs, eux, voudront potentiellement que ce soit leur fournisseur d'électricité, celui qui fournit l'électricité dans l'appartement, qui soit leur fournisseur. Donc, dans certaines solutions, dans certains schémas techniques, il n'y aura pas le choix de plusieurs fournisseurs d'électricité, tandis que dans d'autres solutions techniques, chaque utilisateur pourra choisir son fournisseur d'électricité. Bien sûr, il y aura l'installateur électricien qui devra être qualifié pour faire l'installation de bornes de recharge et d'infrastructures collectives. Il existe actuellement des formations qui sont en cours et qui sont très sollicitées d'ailleurs pour que l'électricien qui souhaite passer à cette activité ait la qualification nécessaire pour vérifier s'assurer en fait que l'installation qu'il va mettre en place soit conforme et qu'elle réponde aussi aux critères des assurances qui vont évidemment être très vigilantes à ces critères. Il va y avoir, donc, ce que je vous disais, plusieurs opérateurs. Il va y avoir l'opérateur de borne. Donc, c'est celui, en fait, qui va
exploiter l'infrastructure de recharge, qui va faire les relevés, qui va facturer, etc., toutes les prestations qui vont… Alors, certains opérateurs de bornes, il y avait presque autant d'opérateurs de bornes au Salon de l'automobile cette année à Paris que de constructeurs automobiles. C'est-à-dire que tout le monde sent que c'est un marché qui est en pleine expansion. Et donc, il y a énormément d'opérateurs de bornes qui se créent sur l'ensemble du territoire. Il en vient même de l'étranger. Et donc, effectivement, ils vont avoir tendance à proposer des solutions clés en main, mais qui vont poser peut-être des questions aussi de fiabilité de ces sociétés qui sont naissantes. Et est-ce que dans le temps, est-ce que ces opérateurs de bornes qui vont prendre en charge l'ensemble du dossier, l'ensemble des démarches, seront toujours présents pour accompagner les utilisateurs dans 5, 10, 15 ans? C'est une question. L'opérateur de mobilité, donc, c'est lui qui va fournir l'abonnement, par exemple, grâce à une carte, ou même ça peut être une application sur le téléphone, tout simplement, qui va permettre évidemment à chaque utilisateur de facturer sa consommation et pas celle du voisin. Et enfin, bien sûr, l'utilisateur du véhicule électrique. Alors là, c'est un peu plus détaillé sur la question justement de l'investissement. Première solution, la copropriété investit elle-même dans une infrastructure. Donc, elle fait réaliser des devis et elle fait valider le budget par l'Assemblée générale. Mais ce qui signifie que dans ce cas-là, le cas 1 et le cas 2, ça signifie que elle va devoir choisir un acteur qui sera responsable de l'entretien, de la maintenance, de la répartition des coûts, des travaux d'évaluation de l'infrastructure et de l'alimentation de chaque borne privative, ainsi que sa connexion au système de supervision de l'opérateur. Je connais des syndics de copropriété qui ont souhaité investir par eux-mêmes, qui aujourd'hui se retrouvent avec un travail considérable de relever les consommations, de les dispatcher entre le fournisseur d'électricité, l'utilisateur, l'opérateur, etc. Donc évidemment, ce sont des solutions qui permettent potentiellement de faire un peu de bénéfices parce que vous allez pouvoir potentiellement tirer un loyer, vous aussi, de l'utilisation de l'installation que vous aurez financée. Mais en contrepartie, il y aura un travail assez considérable de gestion à assumer. Donc, deuxième proposition, c'est la copropriété qui fait financer l'infrastructure par un tiers investisseur. Et il faut que la solution soit évidemment validée en AG. Et dans ce cas-là, le tiers investisseur devient propriétaire de l'infrastructure pour une certaine durée. Et enfin, troisième possibilité, c'est que la copropriété fait financer l'infrastructure par l'intermédiaire du gestionnaire du réseau, qui est en l'occurrence Enedis. Et donc là, il faut que la solution soit aussi validée en Assemblée générale et que il y a un accord qui soit passé entre Enedis et le syndic pour la mise en place de l'installation de recharge sur l'ensemble du parking. Voilà, parce que tout ça va dépendre aussi évidemment de la solution technique qui va être envisagée. On peut imaginer dans un schéma que l'alimentation va venir en fait en aval du compteur des services généraux. On va tirer des lignes pour alimenter des systèmes de recharge à partir du compteur des services généraux. Bien sûr, il y aura des sous-compteurs pour pouvoir faire le relevé des consommations. Ça signifie aussi qu'évidemment, il faut que l'installation du compteur des services généraux puisse soutenir la nouvelle consommation en électricité qui sera générée par les systèmes de recharge. Donc voilà, on est toujours dans le premier schéma. Il pourra donc aussi y avoir une participation, une prise en charge en fait par un opérateur, pour faire toutes ces opérations de relevé de consommation
et de faire la répartition des coûts et de simplifier en fait la répartition du coût pour les gestionnaires du logement. Deuxième schéma, on va cette fois installer une alimentation en amont du compteur des services généraux. Et on va créer en fait un nouveau coffret, un coffret électrique, qui sera entièrement dédié à toutes les installations de recharge qui seront faites par la suite dans les parkings. Voilà, c'est juste une précision technique sur comment peut fonctionner ce nouveau coffret, indépendant du compteur des services généraux. Donc, dans ces deux solutions-là, donc on va avoir différentes solutions de gestion, trois possibilités en fait. Donc, on va avoir une première possibilité, c'est que la répartition des coûts entre les différents utilisateurs va être faite par le syndic de copropriété sur la base des consommations réelles. Donc là, c'est ce que je soulignais comme inconvénient, c'est toute la gestion du décompte et de la répartition, enfin le relevé des compteurs, répartir les coûts, signifier aux utilisateurs leur consommation, etc., etc. Deuxième solution, c'est qu'il y a un opérateur qui est choisi par la copropriété et qui fait le service, entre guillemets, qui réalise la prestation de faire le relevé des consommations et de les dispatcher ensuite selon les différents utilisateurs en présence. Et puis, il peut y avoir aussi la possibilité d'imaginer une solution de forfait. C'est-à-dire que chaque utilisateur est soumis à un forfait et à ce moment-là, c'est l'opérateur qui est choisi par la copropriété et qui va facturer un système de recharge sous forme de forfait, à lui de savoir si, à partir de quel seuil il est rentable ou pas rentable. Alors, le troisième schéma est propre en fait à Enedis. Et il est d'autant plus qu'il y a un décret qui est sorti au mois de septembre dernier qui confirme en fait que Enedis peut proposer un financement intégral d'une solution complète de pré-équipement d'installation de recharge. Donc, il s'agit là en fait de créer un nouveau compteur qui sera extérieur en fait au bâtiment, c'est-à-dire qu'il sera directement connecté au réseau de distribution d'Enedis. Et Enedis va prendre en charge tout le financement du pré-équipement, c'est-à-dire que toutes les places de parking devront être câblées de sorte que lorsqu'un utilisateur voudra faire une installation de système de recharge, il pourra s'adresser à Enedis comme on le fait pour nos logements, pour que Enedis pose un compteur et qu'il y ait donc un branchement qui soit effectué. Alors, cette solution a un avantage, c'est qu'elle laisse finalement l'utilisateur faire le choix de son installateur, de son fournisseur d'électricité. Ce sont des choix qui vont être faits au cas par cas par chaque utilisateur et dans lequel le syndic n'entre pas en jeu. Ce qui peut évidemment être une solution pour se décharger en fait de tous ces contrats, toutes ces prestations contractuelles, sachant que Enedis va se rémunérer en fait sur la consommation et les loyers qui seront payés pour l'installation des câblages et du branchement du compteur. Alors, il est évident que l'intérêt aussi pour le syndic, c'est qu'il dans cette situation-là, il est plus nécessaire de faire la répartition, de relever la répartition des consommations d'électricité. Chaque utilisateur recevra, comme nous recevons tous, une facture d'électricité mensuelle concernant
excusez-moi, concernant la consommation qui a été faite pour la recharge de la voiture. Sachant qu'il existe aussi potentiellement des solutions techniques, mais qui ne sont pas encore mises en œuvre, pour que on puisse reconnaître le compteur de chaque individu qui est installé dans son logement et que soit associée en fait la consommation qui va être générée par la recharge de la voiture. Donc là, c'est à nouveau un récapitulatif en fait sur les possibilités de gestion des schémas 1 et 2 et du schéma 3. Donc, dans le schéma 1 et 2, l'utilisateur, lui, va payer un abonnement pour l'utilisation de sa borne à un opérateur de borne et il va payer ses consommations d'électricité via sa copropriété. Et c'est la copropriété donc, qui répartit elle-même les consommations d'électricité des utilisateurs. Deuxième possibilité, l'utilisateur paye un abonnement à son opérateur de borne qui comprend l'utilisation de la borne et les consommations d'électricité. Donc, auquel cas, l'opérateur de borne va prendre à sa charge les consommations d'électricité et il va les refacturer sous forme d'un abonnement. D'où la proposition d'un forfait potentiel. Et enfin, dans le cas du troisième schéma, donc la colonne horizontale, c'est comme ça que c'est le vocabulaire d'Enedis, en fait, ils parlent de la colonne horizontale par référence à la colonne verticale qui alimente les appartements. Là, on parle de colonne horizontale. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui fera le choix de son fournisseur d'électricité et de l'installateur de son système de recharge. Alors, c'est une solution innovante qui est déjà techniquement possible. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, il y a un programme en Occitanie qui s'appelle Flexitanie, financé par la région. En fait, il s'agit c'est ce qui va arriver en fait, pour parler plus simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère la voiture électrique comme un véhicule. Mais pour un certain nombre d'acteurs, la voiture électrique, c'est une batterie sur roue. Voilà. Et donc, c'est un moyen de stockage de l'électricité. Et donc, on va petit à petit arriver à des solutions où la voiture va pouvoir être connectée à un bâtiment, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement utiliser un bâtiment pour se recharger, mais elle pourra fournir de l'électricité. Évidemment, il ne s'agit pas de vider la batterie de la voiture et que personne ne puisse repartir. Ça va faire l'objet de contrats. C'est-à-dire que l'électricité que la voiture va fournir sera vendue au bâtiment. Et quand le bâtiment restituera de l'énergie, de l'électricité à la voiture, il le fera sur un tarif moindre, de manière à ce que celui qui a mis à disponibilité, entre guillemets, sa voiture ait un bénéfice. Donc là, il s'agit, en fait, d'un pilotage qui permettra de regarder là où les besoins sont en termes de réseau. C'est-à-dire que là où on aura des périodes de pointe en termes de consommation, à ce moment-là, la voiture sera sollicitée pour restituer de l'énergie. Et donc, à partir du moment où on est en période creuse, à ce moment-là, c'est là où le bâtiment va restituer de l'énergie à la voiture. Il s'agit aussi d'envisager des solutions mutualisées. C'est-à-dire qu'on ne parle plus non seulement de recharger une ou deux voitures sur une borne, mais qu'on puisse en recharger 4, 5, 6 en même temps et de manière équitable. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'une voiture soit chargée pour en charger la suivante, mais on va faire en sorte que toutes les voitures se rechargent de la même façon. C'est évident que ça peut être intéressant sur des parkings de logements collectifs, parce que ça va permettre d'optimiser les coûts d'électricité et ça va permettre aussi de proposer aux utilisateurs d'autres solutions que la solution strictement individuelle de je fais une installation pour moi et voilà. Et donc, on cumule et on additionne les installations individuelles. Donc, on peut faire aussi une installation partagée. Alors, pour évoquer la question aussi des parkings extérieurs, parce qu'il y a de plus en plus, évidemment, de bâtiments collectifs
sur le littoral, entre autres. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de syndics qui posent des questions sur qu'est-ce qu'il en est des parkings extérieurs. Alors, on est évidemment sur les mêmes comment dirais-je, les mêmes obligations et les mêmes solutions. Sauf que, et c'est pas un élément à négliger, c'est qu'évidemment, les travaux de terrassement pour enfouir les câblages vont être relativement onéreux et bien évidemment plus chers que d'alimenter un parking souterrain. C'est là où il faut se poser la question, il faut être en capacité d'anticiper la demande de manière à ne pas multiplier les travaux d'enfouissement de câbles. Et c'est là aussi qu'on peut envisager une solution de borne partagée, c'est-à-dire qu'on va installer une, deux, trois bornes qui vont pouvoir alimenter 4, 5, 6, 10 véhicules. Donc, potentiellement, on n'aura pas besoin à chaque fois de retirer une nouvelle ligne, d'enfouir une nouvelle ligne à chaque fois qu'un utilisateur souhaitera installer un système de recharge pour sa voiture. Voilà, on va arriver à la dernière partie. C'est là où on va avoir quand même quelques bonnes nouvelles, à savoir que donc il y a des aides qui existent. Il y a un travail certain à faire au sein des copropriétés pour réfléchir à quelles sont les solutions les plus judicieuses en fonction du contexte. C'est évident que si on envisage seulement 10 places de recharge de voitures électriques, à ce moment-là, on peut un système qui est branché sur le compteur des services généraux peut suffire. Au-delà de 10 places, il va falloir commencer effectivement à envisager une ligne dédiée voilà, où il y ait une infrastructure collective. Et encore une fois, si on a vraiment envie d'anticiper sur l'avenir, en 2035, on peut passer à des solutions beaucoup plus complètes comme celle de la colonne horizontale. Qui, encore une fois, la colonne horizontale est un système de pré-équipement. Il ne s'agit pas d'installer les bornes de recharge pour tout le monde. Il s'agit de faire tout l'équipement nécessaire pour que, plus tard, chaque utilisateur puisse faire son branchement. Alors, brièvement, je reviens un peu sur les étapes du droit à la prise, qui avait été l'objet aussi ce qui était un sujet que vous souhaitiez aborder. Donc, si on regarde les étapes, donc, il y a je distingue le propriétaire et le locataire, mais en définitive, c'est le même système, sauf que le locataire devra d'abord signifier au propriétaire qui signifiera au syndic. Donc, évidemment, l'étape 1, c'est la notification du projet au syndic de copropriété, avec tous les éléments qu'on a dit, devis, etc., études préalables, choix d'un opérateur, choix d'un installateur, etc., etc. Donc, la copropriété a 3 mois pour s'opposer à la demande, si évidemment elle a les motifs qui sont associés. Donc, soit il y a déjà une installation qui est accessible à celui qui fait la demande, soit il y a un projet d'installation qui est envisagé et qui a été voté. Ensuite, il va y avoir une contractualisation entre le prestataire et qui sera transmis donc au syndic, donc en contractualisation entre le prestataire et le demandeur, qui sera transmis au syndic. Le syndic, lui, a 2 mois et demi pour contractualiser aussi avec le prestataire choisi, ne serait-ce que pour vérifier qu'il apporte les bonnes garanties pour l'installation de l'immeuble. Et puis, étape 3, le propriétaire peut engager les travaux. Si on regarde maintenant les différentes étapes d'un projet de recharge collective, c'est là où le syndic décide de mettre en œuvre un projet d'installation. Il va d'abord, bien sûr, première étape, identifier le besoin en sollicitant évidemment les résidents ou les copropriétaires pour recenser les besoins potentiels dont il pourrait faire état. Donc, il faudra que cette étude préalable ou cette identification se fasse 6 mois avant l'Assemblée générale. Ensuite, l'étape d'élaboration du projet.
donc avec tous les devis, études, visites techniques, etc., qui sont souhaités. Puis, la préparation de l'Assemblée générale, avec une analyse comparative de toutes les solutions. Donc, ça peut être aussi bien les solutions techniques dont j'ai parlé, les 3 solutions techniques, que les solutions aussi de financement, d'investissement. Donc, ça, c'est un mois avant l'AG. Puis, il y aura, 4e étape, le vote en Assemblée générale. Il y a un délai de recours de 2 mois. Et puis, finalement, la mise en œuvre d'au moins une première borne, un premier système de recharge. Donc, ce sera dans un délai de 3 à 8 mois après l'Assemblée générale. Puis viendront l'installation de bornes supplémentaires au fur et à mesure. Et ça peut représenter de 4 à 8 semaines après la demande. Donc, vous voyez que c'est un processus qui ne se fait pas en claquant des doigts et qu'il faut évidemment anticiper et préparer à l'avance. Donc, là, on parle du cas où on est dans un parking où il n'y a pas de place attribuée pour soulever encore une fois la pertinence d'installer des bornes de recharge partagées. Encore une fois, une borne de recharge partagée, ça veut dire qu'on peut brancher plusieurs véhicules. Évidemment, il faut quand même qu'ils soient tous détenteurs d'un abonnement, d'une carte qui permet de les identifier et de voir leur consommation. Mais c'est une solution qui est intéressante sur des grandes résidences où voilà, il y a de nombreuses places de parking qui ne sont pas dédiées à une personne. Évidemment, ça demande aussi d'établir des règles de manière à ce qu'il y ait un minimum d'intelligence, on va dire, dans l'utilisation de ces bornes partagées. C'est-à-dire que, par exemple, faire en sorte que les voitures qui sont chargées se déplacent pour laisser la place à d'autres personnes. Voilà, on puisse avoir éventuellement un logiciel ou une application qui permette de vérifier si la borne est accessible ou si elle est occupée, de manière à ne pas avoir à se déplacer inutilement. On peut aussi aujourd'hui réserver une borne. On peut utiliser son téléphone portable pour réserver une borne une demi-heure à l'avance. Voilà, donc il y a un certain nombre de réflexions à avoir sur quel est l'emplacement aussi, le meilleur emplacement pour l'installation de ces bornes. Et évidemment, on va dire une charte d'utilisation qui satisfasse tout le monde. Alors, si on regarde le volet maintenant des aides, alors je vous invite tout de suite à noter l'adresse du site d'Advenir, qui s'appelle donc advenir.mobi, où vous pouvez donc trouver toutes les informations du programme Advenir, donc toutes les aides qui sont disponibles et faire des simulations. À savoir, donc, il y a une première aide de l'État qui joue jusqu'en décembre 2023, à savoir que chaque propriétaire peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 300 € liés aux dépenses, soit que ce soit aussi bien les propriétaires, les locataires ou les occupants, pour financer une borne de recharge pour leur véhicule électrique. Ensuite, si on regarde ce qui concerne les primes à venir, du programme à venir, on voit que les infrastructures collectives peuvent bénéficier jusqu'à 50% d'aide. Et ce qui concerne les parkings extérieurs, on peut aussi trouver 50% d'aide plafonnée à 3 000 hors taxes. Pour les points de recharge individuels, donc chaque utilisateur, enfin futur utilisateur qui souhaite installer une borne, en ce qui concerne ses coûts d'installation et de fourniture, il pourra bénéficier de 50% d'aide plafonnée à 960 € hors taxe. En ce qui concerne l'installation de points de recharge partagés, de bornes de recharge partagées, il y a aussi une prise en charge du coût d'installation et de fourniture jusqu'à 50% et plafonné à 1660 hors taxe. Alors, parmi, vous vous rappelez, j'ai parlé des tiers financeurs, de ceux qui peuvent faciliter l'investissement d'une infrastructure. Il y a un dispositif qui a été mis en place par la Banque des Territoires.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la Banque des Territoires, c'est une filiale pardon, de la Caisse des dépôts et consignations qui reçoit des financements très importants actuellement pour la transition écologique et la transition énergétique. Et donc, Banque des Territoires a mis en place un dispositif qui s'appelle Logivolt et qui permet de financer, de préfinancer des installations de type 1 ou 2, donc en dehors de la colonne horizontale d'Enedis. À savoir que Logivolt peut vous permettre de financer à 100% l'installation d'une infrastructure. Et Logivolt va vous demander de choisir un opérateur parmi ceux qu'il a référencés. Et par la suite, donc c'est Logivolt qui va gérer l'installation jusqu'à ce qu'ils aient récupéré, entre guillemets, le montant de leur investissement. Et après cela, donc l'installation sera restituée à la copropriété. Donc là, c'est pareil, je vous invite à aller regarder le site logivolt-territoire.fr. Là aussi, vous allez trouver un certain nombre de documents qui sont directement rédigés pour les copropriétés et donc aussi les possibilités de simulation. Donc, par rapport à à la solution Enedis, GRD, de gestionnaire de réseau, donc il est entendu que Enedis prend en totalité à sa charge l'installation ou le prééquipement des bornes, même si c'est pour un ou deux utilisateurs potentiels au début, et pourra donc lui après se financer sur les abonnements et les fournitures d'électricité. Là, je vous donne un exemple qui a été recensé. Donc, par exemple, là, on est à Massy. On est sur un parking de 50 places. Ce sont des places qui sont attribuées. Donc, il y a eu une demande qui a été faite par 6 copropriétaires pour équiper leur place de parking de bornes de recharge. Donc, le syndic a présenté 3 solutions aux membres de l'Assemblée générale. Les copropriétaires ont voté pour l'installation d'un nouveau compteur. Donc, ils ont anticipé sur futures installations. Et donc, ils ont demandé à avoir une puissance dédiée de 72 kV-ampères de manière à supporter la future consommation et la demande en électricité. Il y a eu le choix d'un prestataire pour l'installation, ainsi que la gestion, l'entretien et la maintenance des bornes. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, la copropriété a délégué, en quelque sorte, toute la gestion des installations à un prestataire. Donc, le résultat, donc, on constate, c'est qu'il y a en définitive eu 10 bornes individuelles, alors qu'au départ, on était sur 6. C'est un projet qui a été évalué à 14 000 €. Advenir, donc, comme annoncé, a pris 50% à sa charge donc pour un montant de 7 000. Resté à charge 7 000, qui équivaut à moins de 200 € par copropriétaire. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la copropriété a fait œuvre d'anticipation en choisissant de solliciter une puissance supérieure pour pouvoir prévoir l'installation de futurs autres points de recharge. Donc là, on est sur un autre cas de figure où on a un parking de 2000 places, où évidemment les places ne sont pas attribuées. Là aussi, le droit à la prise, on peut le prendre de manière négative, comme on peut le prendre comme un déclic pour engager une réflexion. Donc là, effectivement, on a un copropriétaire qui a fait une demande d'installation de bornes de recharge. Et là, donc, le syndic a fait un état des lieux et il a sélectionné un opérateur qui a mené une étude. Et donc,
l'un des bâtiments avait été classé puisqu'il y avait une partie du parking qui était accessible au public extérieur. Donc, un des bâtiments a été classé en tant que ERP. Et du coup, on s'est dit que, enfin, le syndic s'est dit que la solution des bornes partagées, donc qui vont être partagées entre le public qui vient de l'extérieur et le public qui réside dans le collectif, était la meilleure solution. Et donc, la solution finale qui a été adoptée, c'est une station qui est dotée de 6 bornes de recharge d'une puissance de 22 kW, ce qui est assez remarquable, parce que c'est une puissance assez en pratique et, on va dire, efficace pour recharger en 2 heures, la plupart des véhicules. Donc, comme il s'agit d'une borne partagée, évidemment, il y a intérêt à ce que les utilisateurs ne restent pas indéfiniment branchés. On a un coût plus élevé, bien évidemment, que le précédent. On a un projet qui était estimé à 45 000 euros, à devenir à apporter 10 000 euros, laissant donc un reste à charge de 35 000 euros, ce qui équivaut à moins de 20 euros pour l'ensemble des copropriétaires. Voilà pour ce tour d'horizon. Je suis juste pile 20 heures. Encore une fois, je m'excuse si c'est un peu... il y a beaucoup d'informations qui ont été diffusées en très peu de temps. Et encore une fois, certainement, ça a suscité des questions de votre part. Je serais très, très heureux de pouvoir y répondre, soit par mail, soit par téléphone. Voilà. Et si néanmoins vous avez des questions qu'on peut quand même aborder avant de se quitter, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Gasnier. En tout cas, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, parmi l'Assemblée ce soir? Ou est-ce que, du coup, on prenait le temps de digérer un peu tout ça? Et puis, comme l'a dit Monsieur Gasnier, il y aura des ressources mises à votre disposition. Et puis, vous pouvez toujours, après, le contacter par email ou par téléphone pour avoir plus de précisions. N'hésitez pas à demander la parole avec la petite main levée. Je devrais toutes les voir normalement. Bon, a priori, c'était très clair. Je n'ai pas de questions. J'oublie personne, pas de bêtises. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne des informations sur l'ensemble des questions à se poser, des solutions possibles. Merci beaucoup, Mme Boulin-Chantal. Avec plaisir. Hop. Alors, je vais juste finir la dernière slide. Voici, voilà, nous contacter l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, c'était Sabrina Martel. J'ai oublié de me présenter en début de présentation. Excusez-moi. Voilà, on est situé au 33 bis rue de Faubourg Saint-Jaume. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des informations, si vous avez aussi des projets de rénovation énergétique sur votre copropriété, puisqu'on travaille aussi là-dessus. Et puis, toutes les questions de la mobilité électrique, n'hésitez pas à contacter M. Gasnier François de Avers-Occitanie. Alors, je permets juste de dire que nous avons aussi la possibilité d'intervenir en Assemblée générale. Ça nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on peut être invité par une Assemblée générale pour lever éventuellement des freins, répondre à des questions si les gens le souhaitent. Ça nous est arrivé de le faire pour un projet qui est en construction, de manière à ce que les gens anticipent en fait et on lève en fait un certain nombre de questions et de doutes pour faciliter le passage à la décision. Encore une fois, je peux le faire en présentiel comme je peux le faire en visio. Et je reste aussi disponible auprès d'autres syndics si vous en connaissez qui ont besoin d'informations. On a juste un objectif de nombre de personnes, c'est-à-dire que comme nous sommes gratuits, nous recevons quand même des indemnités en fonction du nombre de personnes présentes. Donc, je suis très content de voir qu'il y en avait 21 ce soir. Donc, je suis dans mon objectif. Mais si vous nous sollicitez ou si vous me sollicitez, il faudra qu'évidemment, on puisse discuter de ce nombre de personnes. Voilà. C'est une dizaine de mémoires, ça à peu près. Pardon ? Une dizaine de personnes. Il faut au minimum 10 personnes. Voilà. L'objectif étant 20, et à partir de 10, c'est possible. D'accord, ok. D'accord, bien, c'est 20. D'accord, très bien. Écoutez, on va tous vous envoyer du coup un petit retour par mail de sa présentation. On pourra mettre vos coordonnées, du coup, M. Gasnier, sur ce retour.
Oui, aucun problème. Super. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, en effet, une intervention d'Assemblée générale, parfois, c'est vraiment nécessaire. On le fait, nous aussi, au titre de la LEC pour d'autres sujets, mais ça permet de renseigner un maximum de personnes. Eh bien, merci, Madame d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci encore, Monsieur Gasnier. Merci à tous pour votre attention. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt par email. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Sandrine Martel.